Bonjour gang! Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble pour la première capsule de l'apprentissage moteur. Donc tout d'abord, on va définir un peu qu'est-ce que c'est l'apprentissage moteur. L'apprentissage, ça fait référence à un changement qui est durable et permanent sur la capacité à effectuer un mouvement. Il s'agit donc de créer ou de modifier certains patrons moteurs qu'on peut déjà posséder. Un patron moteur, qu'est-ce que c'est? C'est une série de mouvements, une suite de contractions, de vitesses de contraction que notre cerveau y enregistre afin qu'on puisse se souvenir de comment faire un mouvement puis pouvoir le répéter sans trop de difficultés. Donc, la plupart de nos patrons moteurs ont été bâtis dès notre enfance, dès qu'on a commencé à marcher. Donc, il est vraiment important de miser sur l'apprentissage moteur avec tous nos clients afin de s'assurer de leur développement et de leur sécurité. On veut qu'ils puissent transférer leurs connaissances des mouvements en salle dans leur vie quotidienne. Donc, c'est certain que l'apprentissage va prendre un peu plus de temps et de patience au début, mais c'est très payant par la suite parce qu'on parle ici d'un changement qui est permanent. Donc, par contre, afin de s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un apprentissage, il est important de valider avec des tests de rétention ou des tests de transfert. Donc, vraiment amener le concept du mouvement dans un tout autre environnement afin de savoir si le mouvement est vraiment bien acquis dans le patron moteur de nos clients. Maintenant, c'est quoi notre rôle dans tout ça? Quel est le rôle de l'entraîneur auprès de nos clients? Donc, l'entraîneur a tout à apprendre à un débutant. Donc, pour certains, comme on vient juste de le dire, il faut créer de nouveaux patrons moteurs, alors que pour d'autres, il faut corriger certaines mauvaises habitudes qui ont été bâties avec les années. Donc, nous sommes la première connexion entre eux puis leur objectif d'un mode de vie actif. Donc, nous devons être solides autant dans nos connaissances, notre technique et notre interaction avec eux. Il existe plusieurs modèles et théories sur l'apprentissage moteur qui permettent un peu de mieux comprendre le comportement de certains de nos clients. En fait, il existe des moyens de conditionnement qui ont été démontrés par le passé. Donc, un peu comme on peut dresser un chien, le conditionnement dit classique démontre qu'on peut conditionner quelqu'un à une réponse X en connectant une situation puis un élément extérieur. Donc, je m'explique. Si un chien qui salive devant une pièce de viande est conditionné avec le son d'une clochette à chaque fois qu'il reçoit son repas. Il va finir par être conditionné à saliver dès qu'il va entendre seulement le son de la clochette. C'est un peu la même chose pour nos clients. Donc, si l'entraînement, sans qu'on le veuille, est conditionné à une mauvaise expérience ou à des mauvaises sensations, le client pourrait se conditionner à se sentir inconfortable dès qu'il sera au centre ou dès qu'il pense à aller s'entraîner. Donc, c'est sûr que c'est notre devoir de conditionner nos clients de façon positive. Donc, et le conditionnement dit opérant, cette fois-ci, il nous indique que le renforcement positif augmente la probabilité qu'un comportement soit répété. Donc, c'est sûr que si on débute l'entraînement avec un débutant, le focus principal devrait être le faire triper pendant sa séance. Il faut lui apporter le plaisir et le sentiment de compétence afin qu'il conditionne l'entraînement avec le sentiment de bien-être que ça lui crée. Donc, un conditionnement qui est positif. L'erreur la plus répandue que peut faire un entraîneur, c'est conditionner son client par la punition par l'exercice. Comme on vient de voir, c'est facile de conditionner un client de manière positive, mais aussi de manière négative. Donc, si on punit notre client soit d'un retard, d'un échec ou quoi que ce soit, mais qu'on le punit par l'activité physique, on crée un lien entre la situation X et l'activité physique de manière négative. Donc, c'est une erreur qui est assez courante, qui est à bien faire attention, puis qui peut facilement être évitée dans plusieurs cas. Donc, tout ça revient un petit peu à parler aussi de la motivation. Donc, nos clients débutants ont besoin de se garder motivés parce qu'ils entament un peu leur processus d'action, mais ils ne sont pas très loin de leur processus de contemplation. C'est donc de notre devoir de les garder motivés au maximum afin qu'ils puissent progresser dans l'atteinte de leur objectif et de leur mode de vie actif. Donc, pour la motivation, on va en parler de deux types. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui pousse le client à se dépasser et à se mettre en action qui provient de lui-même. Il s'agit de la source la plus forte de motivation parce qu'il n'y a rien de plus fort que quand c'est le client qui décide de le faire. Oui? Alors que la motivation extrinsèque, c'est toutes les raisons qu'on peut donner à quelqu'un de se mettre en action. Elle est valable et c'est la seule sur laquelle on a un certain contrôle, c'est sûr, mais ça reste que c'est à l'extérieur du client. Puis ça peut ou ça peut ne pas le motiver de façon optimale. Donc, c'est vraiment préférable de miser sur la réflexion avec le client afin qu'il puisse trouver sa propre motivation intrinsèque. Puis certains clients vont avoir besoin de nous afin de creuser dans leur tête un petit peu puis trouver leur vraie source de motivation.
faut qu'on puisse les aider à trouver le gaz qui va leur permettre de parcourir le plus grand kilométrage. Puis finalement, en tant qu'entraîneur, on a le devoir de corriger, d'enseigner, de démontrer des gestes moteurs, donc des mouvements. Il y a plusieurs façons de faire progresser l'exécution d'un mouvement avec un client, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le feedback ou la rétroaction, si vous préférez. Le feedback, c'est un élément d'une analyse du client que vous lui donnez afin qu'il puisse s'améliorer. Mais avant de formuler un feedback, l'entraîneur doit établir un objectif clair dans sa tête sur le mouvement en cours d'exécution. Donc, c'est quoi la technique du mouvement et comment est-ce que je veux que mon client le fasse. Ensuite, je dois observer mon client en action et je dois formuler de façon claire et significative pour mon client la correction ou le commentaire en soi. Il existe plusieurs types de feedback, plusieurs catégories en fait. Il y a des feedbacks descriptifs où je décris l'action faite par mon client. Il y a des feedbacks prescriptifs où je dis quoi faire à mon client. Il y a des feedbacks interrogatifs où je questionne mon client sur ce qu'il est en train de faire, quel mouvement il est en train d'effectuer. Il y a des feedbacks qualitatifs où je l'informe sur la qualité du mouvement qu'il fait. Il y a des feedbacks quantitatifs finalement où je l'informe plus sur le résultat de son action par des données qui sont un petit peu plus quantitatives, quelque chose d'un peu plus concret. Et en plus de toutes ces catégories-là, il y en a deux types maintenant de feedback. Il y a des feedbacks positifs puis des feedbacks correctifs. Les feedbacks positifs, ça mise sur l'effort plutôt que sur les attitudes. Donc, c'est préférable de miser sur un feedback positif qui est spécifique plutôt que général. Ça nous permet de cibler de façon précise le pourquoi on encourage le client. Le but, c'est pas de flatter le client dans le sens du poil puis lui dire qu'il est beau, qu'il est bon. Donc, c'est important de lui faire prendre conscience de qu'est-ce qu'il fait de bien dans l'exécution de ce mouvement-là précisément. Par exemple, super, tes pieds sont placés largeur de tes hanches. Bravo, tu as réussi à lancer le ballon un pied plus haut que la ligne cette fois-ci. Ou félicitations, tu as gardé ta concentration tout le long de l'exercice. Il n'y a aucune limite au type de feedback positif spécifique qu'on peut donner. Il s'agit juste de l'adapter à nos clients et à leur objectif également. Donc, petit commentaire aussi, n'hésitez pas à commenter autant un comportement qu'un mouvement. Donc, on est là pour éduquer nos clients dans une démarche de vie active, pas seulement un entraînement en salle. Donc, aller plus loin que la technique du squat ou du push-up, miser large puis cibler leur quotidien en fonction de la personnalité de chacun de vos clients, évidemment. Alors que maintenant, le feedback correctif, c'est tout feedback négatif ou qui amène un aspect de correction ou d'amélioration du mouvement. Ils sont nécessaires, ces feedbacks-là, et nous sommes les personnes qui peaufinent leur patron moteur, comme on disait précédemment. Donc, c'est très, très important d'être très précis dans nos feedbacks correctifs. Toutefois, c'est très important de garder une quantité plus abondante de feedback positif que de feedback correctif. Parce que avec un débutant, il faut vraiment garder l'aspect motivationnel dans le tapis. C'est ce qui est déterminant à leur réussite. Donc, comme vous l'avez vu dans le step avec la courbe dose-réponse, vous vous en souvenez. Donc, un client débutant qui fait seulement commencer à s'entraîner, les résultats pour sa santé sont perceptibles très rapidement. Donc, donnez-leur le goût de continuer et de se dépasser. Les résultats vont venir par eux-mêmes. Et maintenant, quand est-ce que je les donne, mes feedbacks? Comment je les donne? Quand est-ce que je les donne? Il n'y a pas vraiment de recette magique sur la façon de donner du feedback à un client. Toutefois, il y a quand même certaines règles qui ont été développées avec le temps. Premièrement, l'absence de feedback pendant plusieurs essais améliore l'apprentissage parce qu'on donne la chance au client de critiquer et d'évaluer lui-même sa performance. Alors que trop de feedback, ça peut créer une dépendance du client face aux commentaires de l'entraîneur, puis on s'assure d'avoir dans ce cas-là une performance et non un apprentissage. Parce que contrairement à l'apprentissage, la performance, c'est plutôt le résultat d'un encadrement. Donc, c'est éphémère. La performance, c'est le résultat qu'on obtient aujourd'hui dans cette condition avec l'encadrement de l'entraîneur. Donc, c'est très important de miser plutôt sur l'apprentissage plutôt que la performance. On veut que ça soit permanent. Il faut aussi limiter tout ce qui est guidage lorsque c'est plus nécessaire. Donc, surcharger d'informations un client qui exécute déjà assez bien le mouvement, ça diminue son apprentissage, c'est sûr, parce qu'il ne saura jamais si ce qu'il ressent ou ce qu'il fait, c'est bien parce qu'il est continuellement guidé. Le feedback interrogatif, par contre, peut s'avérer vraiment intéressant dans ces cas-là parce que ça permet de questionner le client sur sa position, ses sensations, puis ses connaissances aussi de la technique. Puis évidemment, mais vous êtes là pour confirmer si son propos est exact ou pas. Puis finalement,
de quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec un client débutant? Donc, en fait, on devrait s'attendre à ce que notre client réussisse le mouvement qu'on lui propose environ 7 fois sur 10. Cette notion-là s'appelle la notion de la délicieuse incertitude. Donc, il s'agit un peu de la difficulté appropriée pour chaque niveau de client. Ça leur permet de garder leur motivation au point optimal tout le temps. Donc, si le client réussit à tout coup, il va trouver la tâche beaucoup trop facile, puis il pourrait commencer à avoir des comportements plus ou moins impliqués dans son entraînement parce qu'il n'y aura pas de défi pour lui. Alors que si le client ne réussit jamais, au contraire, le défi est beaucoup, beaucoup trop grand, puis ça va lui créer un découragement, puis il risque d'abandonner tout simplement la tâche. Donc, par exemple, si vous demandez à un enfant de lancer un ballon de basketball dans un panier, s'il réussit ses 10 lancers, et vous continuez à donner de la technique sur les lancers, il se peut très fortement qu'il ne vous écoute plus et qu'il soit distrait parce que pour lui, il n'y a plus de défi, il ne voit pas l'utilité de travailler sa technique, il les a tous réussis. Alors que si un enfant ne réussit aucun lancer des 10, il ne sera pas plus motivé à vous écouter sur sa technique. Il va voir le défi comme une montagne qui est infranchissable et il n'y aura pas la motivation de s'impliquer dans l'apprentissage de la technique du lancer. C'est donc vraiment important de miser sur la délicieuse incertitude, cette zone grise un petit peu qui permet de garder nos clients motivés, autant des clients débutants que des clients avancés. Donc, c'est vraiment un concept qui est très, très général. Donc, voilà, en résumé, on est l'outil qui permet à nos clients de miser sur leur santé et leur bien-être. Ils nous font confiance afin qu'on leur permette de se dépasser dans la limite possible de leurs conditions actuelles. Donc, c'est important de s'adapter à chacun de nos clients. Personne n'est fait de la même façon, puis personne n'apprend de la même façon non plus. Donc, il s'agit juste d'être créatif et d'être à l'écoute de nos clients. Puis, c'est la seule façon qu'on va pouvoir savoir s'il faut s'ajuster ou si on est sur la bonne voie. Donc, voilà pour le premier topo sur l'apprentissage moteur. Merci beaucoup.